suis très content d'accueillir Jean Rivière aujourd'hui dans Bonjour. les interviews. Salut Jean. Salut, Euh, salut. je l'accueille en tant qu'expert dans l'art de convaincre. Je pense que tu as fait ce cheval de bataille depuis très longtemps. Euh, qu'est-ce que les gens connaissent, enfin, qu'est-ce que les gens ne connaissent pas sur toi et que tu aimerais bien qu'ils connaissent aujourd'hui, justement? Bah, il y a eu beaucoup de choses. Enfin, moi, dans ce que j'ai fait, j'ai fait à la fois des contenus au fil des années sur le marketing, enfin sur le marketing dans un certain sens, c'est-à-dire vraiment pour les gens qui, davantage pour les gens qui créent du contenu, que ça soit des vidéos, que ça soit des articles ou des choses comme ça, mais plus des contenus d'experts, c'est-à-dire des gens qui font de la pédagogie, qui veulent apprendre des choses aux autres, plus que du divertissement. Et puis j'ai fait du contenu un petit peu sur les modes de vie un peu que j'ai expérimenté au fil des années, notamment quand j'étais en Asie, quand j'étais en Europe de l'Est, enfin surtout en Asie, j'avais fait pas mal de vidéos. Ouais. Et alors je sais pas ce que les gens ne savent pas, mais C'est ça, beaucoup de choses sur ta vie parce que tu partages quand même pas mal de. alors à l'époque, ouais, maintenant un peu moins parce que j'ai passé 5 ans en Asie et j'avais fait j'avais fait des choses, j'avais construit une maison sans architecte, j'avais fait pas mal de trucs assez rigolos, enfin qui étaient sympas à montrer. Et là, je suis rentré en Europe, je suis revenu en Europe, ça va faire bientôt 1 an dans quelques jours. Et du coup, c'est vrai qu'en Europe, ta vie, elle est quand même moins. Enfin, tu vois, tu vas te faire un café, tu vas au magasin. Enfin, c'est pas, voilà quoi. Il y a moins de choses à montrer. Et Ouais. depuis que je suis rentré en Europe, je me suis remis plus au contenu de fond, si tu veux, Ok. plus à créer des choses sur justement sur la persuasion, sur le marketing, sur la création de produits, etc. Ouais. Par contre, là c'est mal tombé en fait, mais je me suis lancé il y a pas longtemps, je me suis relancé parce que ça m'était arrivé par le passé à vivre dans des Airbnb, c'est-à-dire à bouger à changer de ville de temps en temps, mais sans aller toujours à la découverte de nouveaux endroits, mais en allant plus dans des endroits que je connais, tu vois, où j'ai des amis, où j'ai un peu mes habitudes, etc. Et donc l'objectif, c'était de bouger assez régulièrement, mais là, on ne sait pas combien de temps ça va durer, tout ça, et puis probablement les habitudes ou les choses qu'on va pouvoir faire lors des prochains mois vont être un peu limitées, donc c'était pas forcément le meilleur moment, Ouais. mais il y avait ce projet-là, ouais. Ouais. Ouais, du coup, ce train de vie que tu mènes justement à pouvoir louer des Airbnb, tu l'as grâce à la vente de formation, c'est ça? Ouais, moi ça m'a permis de vivre en fait des choses que j'aurais jamais pu vivre autrement. Après chacun a des rêves un peu différents, tu vois. Moi c'est vrai que quand ça a vraiment commencé, je suis tout de suite parti vivre des choses différentes. C'est-à-dire je me suis expatrié en 2004, ma première expatriation, quelques mois après avoir commencé à gagner ma vie. Donc à l'époque je faisais pas des formations, je faisais de la prestation, donc je faisais des sites web pour des clients. Mais dès que j'ai compris en fait que j'allais pas avoir besoin de travailler dans une entreprise, une des premières choses que j'ai voulu faire, c'était d'aller ailleurs. Et ça m'a permis aussi d'expérimenter des choses on a quand même de la chance dans ces métiers-là parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'être géographiquement. C'est pas que le fait de gagner sa vie en fait, c'est aussi la liberté géographique, la liberté par rapport à pas mal d'aspects. On peut travailler seul, donc on n'a pas besoin d'avoir des réunions, des meetings, des choses comme ça. On n'est pas dépendant d'un lieu géographique. Et tant qu'on a Internet, on peut travailler au fin fond de la forêt ou de la montagne si on a envie. Donc ça permet quand même des expériences de vie qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. Et je trouve ça d'ailleurs un peu dommage de pas le faire au moins une fois, tu vois. Même Ouais. pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de changer de vie, le faire au moins une fois, de s'expérimenter, faire un truc que tu n'aurais jamais pu faire autrement, ça fait des souvenirs, quoi. Enfin, moi, Ouais. j'ai bien aimé collectionner un peu les modes de vie un peu différents. Et puis, en revenant un peu, enfin maintenant, c'est quand même plus normal, on va dire. Enfin, j'en ai bien profité. Et puis, depuis le retour en Europe, c'est quand même un peu plus posé, si tu veux. Ouais. Du coup, tu te souviens de la première fois, je pense que c'est un truc qui nous marque tous, la première fois qu'un inconnu, en fait, t'envoie de l'argent à travers Internet, qui est pas Ah de bah la ouais. prestation de service, parce que de la prestation de service, tu as quand même une discussion avant avec quelqu'un. Tu te souviens de cette toute première fois où quelqu'un t'a envoyé de l'argent? Oui, je crois que c'était sur de l'affiliation. Donc c'était pas vraiment le client qui t'envoie, mais quand tu gagnes tes premiers 5 euros, tes premiers 10 euros, déjà tu vois c'est pas beaucoup, mais c'est un symbole quoi. Ouais, c'est Et puis clair. après le premier succès c'était avec, je raconte souvent, c'était avec de la publicité AdSense à l'époque.
sur un annuaire. Donc c'était la grande époque des annuaires il y a une quinzaine d'années. Et effectivement, on avait fait le premier gros mois. Mais c'est vrai que quand tu gagnes tes premiers 5 euros ou tes premiers 10 euros, ça donne vraiment une validation. Enfin, tu te dis voilà, le truc il est là, il y a quelque chose à faire, etc. quoi. Ouais, Et c'est puis possible. après le premier gros coup entre guillemets qui dure pas forcément longtemps. Moi, j'avais fait ça avec un ami. Ça, un mois après, le truc il marchait plus en fait. Mais quand tu l'as fait une fois, tu te dis voilà, je suis capable de le faire. En fait, c'est un premier petit succès. C'est en fait une preuve pour toi-même que c'est pas que les autres en fait qui peuvent le faire. Pas que les autres que tu vois derrière l'écran ou qui en parlent, mais que toi aussi en fait t'es capable de le faire. Et c'est une sorte de enfin pas de reconnaissance, mais ouais, c'est ça a été le premier pas pour beaucoup de gens, je pense. Ouais. Et du coup, là, tu t'es passé plus à travers des plateformes et tout ça. C'est quand que la première personne t'a donné directement de l'argent à toi en tant que peut-être au travers de formation ou autre chose? Alors ça, c'est venu après. C'est venu après. Je crois que c'était les premiers, c'était des petits e-books ou des choses comme ça Okay. sur d'autres sujets. Enfin, à l'époque, j'explorais quand même pas mal de choses. Okay. Mais le premier produit que j'avais fait, c'était un DVD à l'époque. Donc au début, on avait fait tu sais, il y a le gravage et Okay. le pressage. Alors maintenant, ça n'existe plus les DVD, Ouais. mais le gravage, c'est ce que tu peux faire à la maison, tu vois, avec ton D'accord. graveur. Et moi, j'avais fait les premiers exemplaires dans une boutique de photocopie, et donc le truc, c'était n'importe quoi. Enfin, je crois qu'il devait y avoir 20% des DVD qui marchaient même pas. T'avais la jaquette qui était imprimée, tu sais, au laser, Okay. machin. Mais ouais, c'est des souvenirs tout ça. Bon, maintenant c'est plus simple parce que Ouais, c'est clair. les formations sur le web. Mais on a tous des super souvenirs avec ces choses-là. Enfin, je sais pas. Par contre, c'est difficile pour les gens, je pense, qui ont besoin d'attendre, parce que c'est vrai que même si tu gagnes, tu vois, tu vends ton premier produit, tu gagnes tes premiers 5 euros, ça te prouve que tu vois, il y a vraiment un truc que t'en es capable, même si c'est que 5, 10, 20, 100, tu vois, c'est juste un petit montant. Mais il y a des gens pour qui ça prend plus de temps. Et moi, je conseille souvent d'ailleurs ça à des personnes qui débutent, c'est de se concentrer au début sur atteindre ta première preuve, tu vois, la preuve que t'en es capable en fait. Peu importe, tu vois, il faut y aller par étapes. La première étape, ça va pas être de gagner des milliers et des cents, mais de travailler sur un projet, tu vois, ton premier projet, c'est le projet qui va te prouver que tu vas pouvoir avoir des clients, parce que c'est une telle satisfaction en fait quand tu démarres. Ouais, c'est clair. D'avoir ton premier client, de vendre ta première formation, de vendre ton premier truc en fait. Et après, peu importe si tu traverses un peu le désert, où tu as des périodes un peu plus galères ou un peu difficiles, où tu vas devoir explorer un peu des choses dans tous les sens. Au moins, tu vois, tu as beaucoup plus de chances, je pense, de durer, parce que tu as eu cette preuve-là, en fait. Tu as vécu le truc et tu as vu que tu en es capable. Donc, ça, tu vois, ça enlève beaucoup d'anxiété quand même. Ouais, j'avais vu une expérience comme ça de mindset où il y a un rat qui tombe dans l'eau et il est repêché immédiatement, enfin quelques temps après par le scientifique qui fait cette étude et du coup quand il le remet dans l'eau, il peut tenir beaucoup plus longtemps à se débattre avant d'abandonner en fait que celui qui coule immédiatement ou enfin après je sais plus exactement comment c'était foutu l'expérience mais ouais, l'idée qu'il y ait une petite réussite et qu'on se tient à cette réussite dans le temps, je trouve que c'est quelque chose qui permet de tenir. Moi, j'aime bien explorer un petit peu le tout début. Pour toi, du coup, ça fait très longtemps parce que depuis 2004. Mais je pense que tu as eu une période où tu étais salarié pendant quelques mois, quelques semaines. Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé du côté de l'entrepreneuriat? Enfin, du coup, ça fait appel à des Alors moi, souvenirs vieux. j'ai pas été salarié pendant longtemps en fait. J'ai dû faire moins de 6 mois en tout dans ma vie. C'était juste des petits boulots. C'était juste des petits boulots en fait après mes études et puis des stages sinon tu vois pendant mes études. Mais pour moi c'était vraiment pas pour moi en fait. Enfin j'ai eu plusieurs expériences. Enfin les boulots que j'ai fait c'était vraiment des petits boulots. J'ai bossé dans un magasin de vêtements et dans un magasin de cuisine aménagée tu vois. Okay. Mais juste quelques mois. Bon tu vois le truc c'est pas passionnant. T'as pas envie de faire ça toute ta vie. Mais c'était pas pour moi ça a toujours été la liberté plus que tu vois au début j'avais vraiment pas le rêve de gagner de l'argent et tout parce que je me voyais même pas du tout dans cette position-là. À l'époque c'était pas comme aujourd'hui où t'as tous les gens tu sais avec les vidéos YouTube qui montrent des modes de vie et tout des trucs il y avait pas vraiment ça. Bon t'entendais parler peut-être de quelques personnes mais c'était pas la même chose et ça paraissait peut-être beaucoup plus atteignable que ça le paraît aujourd'hui parce que on a tous ces exemples-là de gens qui nous ressemblent en fait et qui ont réussi un truc. Mais pour moi, c'était vraiment la liberté, le fait de pas avoir un patron derrière. J'ai une expérience par exemple dans un stage que j'avais fait dans une agence de com où j'avais fait des PLV. Donc les PLV, c'est publicité sur lieu de vente. C'était pour des grandes surfaces pour Desperados, pour la bière Desperados. Okay.
Et j'avais fait des PLV sur Photoshop, donc tu vois, c'était des stickers pour le sol et des machins qu'ils mettent sur les rayons, tu vois. Et toi, tu fais ça, je sais pas, en 10 minutes parce que c'est pas un truc important, c'est un truc, tu as déjà pas mal d'éléments. Enfin, je veux dire, c'est pas très compliqué à faire. Et tu te rends compte après que c'est vendu au client, donc tu sais, t'es fier, t'es content et tout, mais après tu te rends compte que t'es payé genre 300 € par mois pour ton stage et tu te dis, tu vois, je préfère, tu vois, autant que je le fasse moi-même, quoi, pas forcément pour Despé, mais pour d'autres marques ou que je fasse un truc par moi-même, quoi. Et moi, je sais pas, j'ai toujours eu besoin de ça aussi parce que pendant mon enfance, c'était assez, tu vois, pas autoritaire, mais très cadré, on va dire. Et c'était toujours le besoin de liberté, tu vois, de pouvoir un peu m'organiser comme je voulais, d'être un peu mon propre patron, mon propre maître. Évidemment, c'est pas, tu vois, on pense souvent avant de se lancer que ça va être génial parce que on est libre. Mais je pense d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte en ce moment avec le confinement, des personnes qui sont salariées, qui s'imaginent que bosser à la maison, c'est super parce qu'on peut être sur le canapé en pyjama toute la journée. Mais en fait, tu te rends vite compte que plus t'es libre, plus t'es responsable un peu. C'est-à-dire que ce qui devient difficile, c'est autre chose. C'est pas la même chose qui est difficile. Mais ce qui est difficile, c'est de te mettre au travail le matin où t'as vraiment pas envie. C'est, tu vois, justement, les humeurs aussi, te mettre quand t'es pas sorti de la journée, te mettre dans une humeur un peu enthousiaste et te mettre au boulot. C'est pas tous les jours évident, donc c'est d'autres problèmes, mais après on apprend à les régler en fait, mois après mois, année après année. Mais pour moi ça a toujours été la liberté en fait. Et le plus gros cap, en fait c'est vrai pour tout le monde, je pense le cap qui te change le plus la vie, c'est le passage du salariat ou de ce que tu avais avant dans ta vie à l'indépendance, c'est-à-dire le jour où tu comprends que tu n'auras jamais besoin de bosser pour quelqu'un d'autre. En fait, c'est là où tu vas avoir la plus grosse transformation dans ta vie. C'est pas quand tu vas gagner plus, c'est pas si tu vas avoir des petites transformations, mais dans la façon dont tu organises tes journées, dans à quoi ta vie ressemble en fait. Là où il y a la plus grosse transformation, le plus gros avant-après, c'est vraiment ce cap-là en fait. C'est le cap où tu gagnes ta vie. C'est ça qui t'apporte ta liberté. Et moi je dis souvent, mais je pense qu'il y a 3 étapes en fait dans la vie d'un entrepreneur. La première, c'est gagner sa vie, donc c'est de plus avoir de patron. Et la deuxième, c'est de financer la vie que tu as envie de vivre, en fait. Alors après, la troisième, ça dépend des gens. Ça peut être de dépasser des paliers, ça peut être de remplacer les revenus du travail par les revenus de tes investissements ou ton épargne d'immobilier. Elle est optionnelle, en fait. Mais les 2 grandes étapes, mais je pense que la première étape, c'est celle qui t'apporte le plus de satisfaction, en fait. On se rend pas compte souvent, vu de loin, mais c'est vraiment celle qui te permet de vivre une vie différente. Après, c'est juste améliorer ton mode de vie, en fait, de gagner plus. Mais c'est pas tellement révolutionnaire que de passer du salariat à ça, quoi. Ouais, c'est parce que c'est des étapes qui sont difficiles où t'en chies vraiment et du coup, ça te laisse un bon souvenir d'avoir réussi à dépasser ça. Ouais, c'est juste aussi que ta vie ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était avant, en fait, et que d'un coup, plein de choses peuvent devenir possibles. Tu parlais de ton enfance où c'était strict et tu parlais du confinement. Du coup, je vais faire une petite digression sur les parents et les grands-parents. Je sais pas si tu as encore tes grands-parents Non, actuellement. non. Du coup, ça te fait pas un peu peur justement le coronavirus par rapport aux parents, par rapport à tous ces gens-là? Ah bah si, moi ouais, c'est ça, c'est mes parents sont assez âgés et du coup par contre on s'appelle beaucoup plus souvent qu'avant. D'accord. On s'appelle je sais pas, peut-être tous les jours, tous les 2 jours, tu vois et c'est vrai que c'est un peu probablement c'est eux qui vont devoir rester confinés le plus longtemps. Enfin, je veux dire c'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine, ni probablement le mois prochain, ni probablement dans 2 mois qui vont pouvoir sortir en fait. Alors, on sait pas si tu veux, mais ce qu'on sait c'est que ça va être les derniers à pouvoir sortir. Et pour d'autres, moi ça va, tu vois, j'ai la chance et ils ont aussi la chance d'être en bonne santé. Mais c'est vrai que quand t'as tes parents, tes grands-parents qui vont pas trop bien et qui sont tout seuls, je pense que pour beaucoup de gens c'est le plus angoissant en fait, Ouais. parce que pour les personnes qui sont pas dans les catégories à risque en fait, enfin, si t'es jeune, t'as pas de problème de santé, etc. Bon, statistiquement, t'as pas beaucoup de chances qu'il t'arrive quelque chose, mais pour les gens que tu connais, pour les gens de ta famille, là c'est un peu plus difficile, quoi. Oui. Et je pense qu'il y a aussi ce sentiment d'impuissance en fait, de rien pouvoir faire parce que tu peux même pas aller les voir en fait. Ouais, c'est Mais ça. en fait, c'est ça qu'il faut faire. Enfin, c'est pour leur bien. Mais en même temps, ça c'est, je sais pas, c'est compliqué on n'aurait jamais pu imaginer que quelque chose comme ça se passe en fait. Ouais, c'est marrant parce qu'en plus, quand on interdit les gens de sortir, c'est là où ils ont le plus envie de sortir. Et du coup, là, nos parents, on les appelle encore plus que d'habitude. Enfin, c'est bizarre en fait comme situation, je trouve. D'un point de vue psychologique, il y a des choses intéressantes à analyser. On parle justement des parents et de la famille. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a mis des bâtons dans les roues justement pour devenir ce que tu es aujourd'hui, un entrepreneur?
Oui, au début, oui, parce que alors en fait, je pense que les familles réagissent tous un peu différemment, enfin selon tu vois, selon les personnes. Mais pour moi, pour mes parents qui étaient fonctionnaires, c'était vraiment la stabilité, tu vois, c'était d'avoir un emploi stable. Ça a jamais été le fait de gagner de l'argent ou quoi. C'est-à-dire que j'aurais montré même que regarde, j'ai gagné plein d'argent et tout, c'est super, machin. Moi, j'étais fier de moi, mais ils s'en foutaient et ils me disaient que ouais, mais ton truc ça va pas durer, que machin, tu vois, sécurité de l'emploi, etc. Et là où ils ont commencé à être détendus, c'est quand ils ont vu que j'avais pas besoin d'argent en fait, tu vois, que j'aurais pas demandé d'argent depuis, je sais pas, genre un moment, parce que quand t'es étudiant, tu vois, tu demandes toujours, t'as souvent les fins de mois un peu difficiles. Et puis c'était vraiment le fait de voir que, tu vois, le temps en fait, Mm. de voir que après un certain nombre de mois et puis d'années après, et puis maintenant il y a zéro problème, enfin tu vois. Ouais, Mais c'est sûr. je pense que là où ils sont contents, c'est vraiment le fait d'avoir vu que c'était stable en fait, plus que l'argent ou autre chose en fait. C'est Ouais. vraiment la stabilité. Et je pense que tous les parents réagissent un peu différemment, mais c'est aussi pour te protéger parce qu'ils sont pas habitués à ça. C'est vrai qu'on a souvent la difficulté d'avoir des proches qui sont on a l'impression parfois qu'ils sont pas sur la même planète en fait, parce que ce qu'on partage avec d'autres entrepreneurs, enfin, c'est pour ça aussi quand on rencontre des entrepreneurs, je sais pas si tu fais de temps en temps des week-ends avec des amis ou des collègues qui bossent aussi sur le web ou même pas sur le web, tu te rends compte que on a une sorte de manque un peu de discussion sur certains sujets parce que les gens qui nous entourent dans la vraie vie, on peut pas leur parler de ça. Je veux dire, soit ça les intéresse pas, soit ils vont rien comprendre. Si Ouais, tu c'est leur clair. parles de pages de capture, de pages de vente, de trucs. Et du coup, c'est vrai qu'on est souvent un peu isolé, surtout quand on commence, parce que quand on commence, on connaît pas forcément beaucoup de gens dans le même business. Mm. Et c'est l'une des activités. Par exemple, si tu joues du piano et t'es passionné par le piano, je veux dire dans n'importe quelle ville, dans n'importe où, et probablement tu vas même jouer du piano dans des endroits où il y a des gens qui aiment bien le piano, tu vois, dans une école de musique, dans un conservatoire ou dans même un truc de, je sais pas, un spectacle, un concert, un machin. Mais nous, vu qu'on fait un métier, enfin, tu vois, c'est un peu solitaire le truc. On travaille chez nous, dans notre bureau, dans notre salon. On est entouré toute la journée par nos proches qui partagent souvent pas le même truc et que comprennent un mot sur deux à ce qu'on est en train de raconter quand on fait une vidéo ou un contenu selon les thématiques dans lesquelles on est. Ouais. Et du coup, il y a cette difficulté-là, surtout pour les débutants qui connaissent pas encore beaucoup de monde. Et je pense que c'est pour ça que c'est super important de se faire un petit réseau, tu vois, au fur et à mesure, de garder le contact avec d'autres entrepreneurs, de se faire peut-être parfois des week-ends. Enfin, en ce moment, c'est un peu dur, tu vois, mais de se faire un peu des week-ends, de prendre un peu des vacances ensemble pour partager des choses. Et ça permet d'avoir aussi du soutien, de l'échange d'idées, d'avoir, tu sais, c'est un peu dangereux quand on est trop seul sur son truc aussi, parce qu'on a tendance à devenir têtu, tu vois, à s'enfermer un peu dans sa façon de voir son activité, son business. Et le fait d'avoir un regard extérieur, le problème, c'est que les regards extérieurs qu'on a souvent dans la vraie vie, c'est des regards extérieurs de personnes qu'on aime, qui nous aiment, mais qui sont pas du tout dans le truc. En fait, c'est comme si, tu vois, un pianiste me demandait, ou je sais pas, à quelqu'un qui a jamais joué de piano, de quelle façon faut interpréter tel morceau. Tu sais pas, en fait. Et je pense que c'est super important ça d'avoir des gens autour de soi, enfin de les rencontrer. Ça permet de faire des vacances aussi, enfin quand c'est pas le confinement. Mais étant donné que les gens sont dispersés géographiquement dans ce boulot-là, tu sais c'est pas comme quand tu as une boulangerie, tu vas je sais pas, tu vas boire le café avec les boulangers du quartier, enfin peut-être pas si tu les aimes bien ou pas, c'est tes concurrents pas forcément, mais ce que je veux dire c'est pas l'amicale des commerçants du quartier, le truc, il y en a qui sont à l'autre bout de la planète, il y en a qui sont à l'autre bout du pays ou à l'autre bout de l'Europe. Mais le fait de proposer des week-ends ou des trucs avec des gens avec qui on communique sur le web, enfin moi je sais que je le fais beaucoup depuis que je suis rentré en Europe et ça a été quelque chose vraiment qui m'a apporté et je pense qu'il a apporté à tout le monde quoi. Oui, même en voyageant au travers au travers du monde, tu as toujours réussi à avoir une communauté autour de toi présente, enfin dans le sens physique, je veux dire, du terme. Tu as toujours réussi à avoir des entrepreneurs qui te rencontrent. Alors pas toujours en fait, j'ai eu des périodes vraiment sans, genre 2012, 2013, 14 peut-être par là. Et Mhm. puis après quand j'étais en Asie, j'avais quelques amis entrepreneurs qui habitaient sur place et on se voyait effectivement assez souvent. Et depuis que je suis rentré en Europe, ouais, j'ai fait beaucoup de rencontres d'entrepreneurs là du coup et Ouais. des gens aussi que je suivais ou parfois on discutait un peu sur le web, tu vois, mais on a fait bien davantage connaissance, on a appris à se connaître mieux quoi si tu veux. Ouais. Ouais. Est-ce que tu aurais une histoire à nous partager qui serait une histoire un peu sombre dans ton activité où tu t'es dit, waouh, là, je me dirige vers le gouffre en quelque sorte. Je pense qu'on a tous, Bah, enfin, surtout toi avec ton activité, ça fait longtemps que tu la pratiques. Je pense que tu dois avoir plus d'histoires que la moyenne. Après, nous, on n'a pas vraiment de. On est dans l'une des seules activités où tu peux pas sombrer, en fait. C'est ça le Ouais. truc. C'est que, tu vois, je discutais, je crois hier ou avant-hier, avec un ami là
qui fait du trading et qui avait perdu beaucoup d'argent sur une idée de trading qu'il avait, si tu veux. Et effectivement, dans ce genre de boulot, tu vois, si ça marche pas, tu perds de l'argent en fait. Tu vois. Nous, si ça marche pas, tu perds du temps. Tu vois, tu bosses sur un truc, ça marche pas. Bon, ça dépend comment tu bosses. Il y a des gens qui ont des employés, qui ont des locaux, qui ont des trucs. Donc, effectivement, si tu bosses pas, s'il y a rien qui rentre pendant un certain nombre de mois, ça va faire une perte. Mais pour la plupart d'entre nous, il n'y a pas de perte, en fait. Ouais, il n'y a jamais eu un compte Stripe qui a sauté ou quelque chose comme ça. Si, mais ça, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Tu vas trouver une solution et souvent, il faut moins d'une semaine pour trouver la solution, tu vois. C'est pas, comment dire. Enfin, après, tout dépend aussi de l'échelle à laquelle tu fais tes produits. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup fait de formations desquelles je fais la promo pendant une semaine. C'est-à-dire, tu sais, j'ai créé beaucoup de petits produits, en fait. Et moi, j'aime bien ça, en fait, parce que, alors, tu vois, il y a des gens qui vont faire, par exemple, un gros produit tous les ans. Et ça correspond, je pense, à un autre type de psychologie. Moi, ce qui me va vraiment, c'est beaucoup de produits, mais des plus petits produits et plus souvent. Et aussi, ça mitige le risque, si tu veux. Parce que si ça marche pas, parfois tu le sais que ça va pas marcher. Je veux dire, il y en a certaines même que tu fais parce que tu as envie de parler du sujet. Bon, faut pas faire que des formations sur des sujets comme ça, mais bon, tu vois, tu peux te permettre une semaine. Et si une semaine ça marche pas, c'est pas trop grave en fait, parce que il y aura d'autres semaines après. Si tu veux, c'est pas comme si tu avais bossé pendant un an. Après, effectivement, enfin moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup tester des choses en fait. C'est-à-dire que s'il y a un truc, je me dis ce truc-là, c'est possible que ça marche, il faut que je le teste en fait. Donc effectivement. Parfois, tu t'engonces dans des tests qui peuvent durer des mois et le truc, à la fin, tu te rends compte qu'il marche pas, en fait. Mais au final, tu as peut-être perdu de l'argent sur le moment ou tu as peut-être, tu vois, fait une perte sur le moment, mais à l'échelle de ta carrière, c'est un progrès parce que tu sais qu'il faut pas refaire ça, en fait. Moi, j'aime bien l'image du puzzle pour ça. C'est peut-être un peu cliché, mais en fait, quand tu fais un puzzle et que tu essayes de faire entrer une pièce dans un trou et que tu te rends compte qu'elle rentre pas, en fait, c'est pas un échec. C'est-à-dire que tu as avancé dans la résolution du puzzle parce que tu sais que la pièce rentre pas, quoi. Après, des catastrophes, moi, j'en ai pas. Bah, évidemment, tu as des trucs. Alors, les comptes bloqués, ça m'est arrivé une Facebook, fois. je crois, une fois, tu as perdu ta page Facebook. Ouais. Mais en fait, c'est pas très grave parce que c'est sur le moment, évidemment, tu t'es pas content, c'est sûr, c'est sûr. Mais je pense que ça, c'est Dan Kennedy qui disait ça et je pense qu'il a vraiment raison. C'est que il disait que le chiffre le plus dangereux en business, c'est le chiffre 1. C'est-à-dire, genre, si t'as qu'un seul client ou si tu utilises qu'une seule source de trafic ou une seule plateforme, tu vois, si t'es vraiment dépendant, par exemple, un freelance qui bosse qu'avec un client, si le client il arrête, il a plus rien. Ou bien, si tu dépends que de la pub Facebook, par exemple, ou que d'une source de trafic, ou que d'une chaîne YouTube, tu te fais vider ta chaîne ou ton compte Facebook saute ou quoi, bah il va se passer un problème en fait. Et moi j'ai toujours eu un peu peur de ça, c'est-à-dire même dans les périodes où j'avais un truc qui vraiment cartonnait, tu vois, de me dire ouais mais comment je fais pour être serein, tu vois, parce que si tout dépend de ce truc-là, bah peut-être que mon business marche, mais du coup je suis pas serein, tu vois, je serais pas détendu tant que j'aurais pas un plan B ou un truc quoi. Et c'est vrai que moi après, j'ai fait beaucoup de tests, beaucoup de choses, peut-être aussi que j'ai regretté après ou qui sont pas passées comme elles auraient dû se passer sur le plan. Mais au final, après, tu es quand même dans un business où tu as des fans, en fait. C'est-à-dire que tu as des personnes qui te suivent depuis un certain nombre d'années. Donc, du coup, même si, je veux dire, tu as un compte qui saute ou tu fais un truc comme fallait pas le faire ou tu te plantes sur quelque chose, les gens, ils vont te retrouver, tu vois. Imagine quelqu'un que tu suis, tu le trouves plus sur YouTube, tu vas dire ah tiens pourquoi on le trouve plus sur YouTube, tu vas chercher son nom ou tu vas aller sur son Facebook, son Twitter, tu vas voir ce qui se passe. Et peut-être qu'il va te dire ah ouais je me suis fait virer de YouTube, mais j'ai monté une autre chaîne. Enfin au final c'est pas très grave parce que si t'as construit une relation avec les gens sur la durée, que t'as créé du contenu pendant un bout de temps, les gens ils vont te retrouver, ils vont être là et finalement c'est vraiment l'un des seuls business. Enfin, on est vraiment chanceux sur pas mal de choses. Là, par exemple, avec l'histoire du virus, c'est de la pure chance en fait. Il y a peu de chance dans le business, mais là c'est de la chance parce qu'on n'aurait pas pu savoir que ça allait se passer et on est quand même l'une des professions qui est les moins impactées en fait. C'est même l'inverse de ça, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens sur le web aujourd'hui. Ouais, donc alors après ça dépend des thématiques. Et il y a aussi des gens du web qui font beaucoup d'événements, dont le business tourne sur les événements. Je pense par exemple aux gens qui font du développement personnel. Là, ils vont être impactés beaucoup plus que moi dans ma thématique, par exemple. Ouais, s'ils font des stages ou des choses comme ça. Ouais, voilà. Ouais. Là, c'est difficile et là, il va falloir qu'ils revoient un peu selon comment ça va se passer à l'avenir. Le problème, c'est qu'on sait pas trop la visibilité de tout ça. Mais finalement, c'est pareil dans le sens où on n'a pas vraiment, pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas de frais, on n'a pas vraiment sauf les personnes qui ont monté des équipes, qui ont des employés, des locaux, tout ça. Mais sinon, si t'as pas d'employés, si t'as pas de dette, t'as pas de frais,
Les business qui sont plus risqués, c'est ceux qui dépendent, mais après tu fais pas tout d'un coup. Même quand tu dépends de la publicité, par exemple la publicité Facebook, tu fais pas tout d'un coup. Tu fais un test sur un certain montant, si ça marche, tu continues et t'augmentes au fur et à mesure. Tu vas scaler la campagne. Donc finalement, on n'est pas dans des business qui sont très risqués. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que c'est très difficile. Enfin, que les débutants ont l'impression que personne ne réussit en fait, parce que t'as pas de barrière d'entrée. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux monter une boulangerie, il faut que tu aies un fonds de commerce, il faut que tu trouves un local, il faut que tu aies deux autorisations, je sais pas, il faut probablement un diplôme ou quelque chose. Donc du coup, tu vois, si moi je me lève demain matin, je me dis, je devrais monter une boulangerie, je peux pas en fait. Ça va être tout un process qui va peut-être prendre 6 mois, peut-être plus en fait. Et enfin surtout si j'y connais rien en boulangerie, ça va prendre plus de 6 mois parce qu'il va falloir se former. Mais il y a dans la plupart des business, tu as une barrière d'entrée. Il y a un truc qui est difficile en fait. Soit il faut avoir des fonds, soit il faut avoir un diplôme, soit il faut avoir un réseau, soit il faut connaître du monde, soit tu vois, il y a quelque chose en fait. Il y a un truc difficile. Et nous dans nos business, tu vois, aujourd'hui, à l'époque, il y avait une barrière d'entrée peut-être plus élevée qui était la technique. Mais aujourd'hui, ça va pas être le meilleur business du monde, le plus complexe, le plus sophistiqué, mais il y a des gens qui ont un business qui tourne uniquement avec une chaîne YouTube, par exemple. Donc, tu as une chaîne YouTube, un compte PayPal, tu peux faire du business, quoi. Ouais. Donc, du coup, n'importe qui peut le faire. Il suffit d'avoir un téléphone et d'avoir un compte YouTube et un compte PayPal. Et donc, du coup, les gens, tu vois, en fait, c'est comme, je pense, si tu fais la comparaison avec les études dans lesquelles, selon les cursus, tu vois, t'as un concours au début ou t'as un examen à la fin. Enfin, tu vois, il y a certaines filières dans lesquelles le concours d'entrée est très difficile et en général, l'examen final est plus facile et d'autres où tout le monde peut rentrer, mais c'est à la fin que c'est dur, en fait, tu vois. Ouais. Et nous, c'est ouvert à tout le monde au départ, mais effectivement, si, tu vois, il n'y a pas de filtre en fait, mais au final, c'est après la même chose. C'est-à-dire que les gens qui sont sérieux, qui continuent, qui persévèrent, qui veulent vraiment apprendre, évidemment, ils vont pas tous réussir, tu vois. Mais oui, il y a un gros taux d'échec parce que n'importe qui peut se lancer. Et tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui durent pas longtemps parce que ils vont se décourager dès les premiers obstacles en fait. Mais s'il y avait eu un autre obstacle au début, ils auraient même pas commencé en fait. Et je sais même pas pourquoi je te parlais de ça en fait. Parce qu'on parlait du plus gros obstacle que tu as dû franchir, qui était peut-être qui a peut-être remis en cause. J'ai pas. Alors si sur la thématique, pendant un moment, je voulais changer, je voulais faire un peu autre chose, tout ça. Et puis tu te rends compte au bout d'un moment que ce que tu aimes bien, quand t'as bossé pendant des années sur un sujet, ce dont tu sais parler, tu reviens toujours à ça finalement, tu vois. Et moi c'est marrant parce qu'au début quand j'ai commencé dans ce business, en tout cas sur le marketing, c'était pas un projet de vie, le truc c'était un truc pour me divertir, un peu temporaire. J'avais monté un blog où je parlais de ce que j'avais fait sur le web par le passé, de techniques que j'avais mis en place, de machin. Mais c'était au tout début, c'était vraiment pour m'occuper si tu veux. Parce que tu faisais quelque chose d'autre à côté? Ouais, je vendais des DVD et d'autres choses sur d'autres. Okay. J'avais fait plein de trucs avant. J'avais lancé un site communautaire les années d'avant. Enfin, j'avais fait plein de trucs sur le web. Et puis il y a un moment, j'avais envie de, tu vois, pour rigoler, pour m'amuser, j'avais monté un blog en 2010, donc, et puis sur lequel je racontais un peu des trucs. Et puis après, ça, vraiment, j'ai vu que les gens accrochaient, tu vois, et qu'il se passait un truc. Et j'ai voulu créer une première formation, puis une deuxième, et puis ça a bien marché. Et je me suis dit, j'aime bien faire ça, donc j'ai concentré mes efforts en fait petit à petit plus là-dessus. Mais au début, c'était pas un choix, genre je vais faire, tu vois, du contenu sur le marketing et gagner ma vie avec ça. En fait, c'était pas le projet de départ en tout cas. Ouais. Et puis c'est resté ça. Et puis finalement, c'est sympa quand même comme thématique parce que c'est quelque chose dans lequel tu as toujours du nouveau en fait. Tu vois, les choses changent. Tu peux toujours faire des découvertes. Tu vois, par exemple, si je reprends l'exemple du développement personnel, qui est un sujet qui est passionnant. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais on fait pas. Je veux dire, les choses changent pas. Je veux dire, si tu as des trucs pour être heureux ou pour atteindre tes objectifs, ça va pas changer tous les mois. Il va pas y avoir de nouveautés, ou il va pas y avoir. Alors que nous, il y a effectivement, en fait, faut savoir aussi te remettre en cause relativement régulièrement. Par contre, effectivement, l'une des choses sur lesquelles il faut faire attention, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir être flexible si tu veux, agile, tu vois, parce que les choses elles changent justement. Et que si tu restes coincé, je pense que le plus gros risque qu'on a et que beaucoup de gens ont, quand tu regardes tous les gens qui sont restés sur le web d'autrefois, par exemple, c'est que il y avait des gens qui avaient développé des compétences techniques. Et quand le web 2.0 arrivait, donc ce qu'on appelait le web 2.0 à l'époque, c'était l'arrivée des réseaux sociaux, des commentaires, c'est-à-dire que le public se mettait à participer, tu vois, il n'y avait pas que le créateur d'un côté qui faisait son site et le visiteur, mais il y avait une interaction. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient habitués, quand les gens sont passés sur les réseaux sociaux, ils se disaient mais non, les réseaux sociaux, moi-même, j'étais un peu comme ça à un moment, c'est pour les gamins, c'est pas pour les gens sérieux, tout ça. Mais en fait, derrière ça, la vérité, c'était que toi, tu t'étais vraiment cassé pour développer des compétences techniques, en fait.
Et là, il y en avait plus besoin. Ouais. Donc, en fait, tu t'accrochais à ça, tu vois, parce que toi, tu avais tellement galéré pour développer ces compétences-là qu'aujourd'hui, tu te dis, bah, elles servent plus à rien ou elles servent moins. Donc, du coup, c'est pas possible, tu vois, tu t'es dans le déni, en fait. Et on peut le voir dans pas mal de, mais il y a pas mal, en fait, dans pas mal de secteurs. Je sais pas, enfin tu prends, je sais pas, enfin ça c'est plus vieux, mais imagine que toi tu sois ingénieur dans les trucs dans les mines, tu vois, les machins miniers. Bah à la fin les charbons c'est terminé quoi. Maintenant si tu évidemment t'as passé beaucoup de temps à apprendre ça, t'es devenu bon et tout, mais il faut savoir un peu peut-être mettre ton ego dans ta poche et puis te dire bah ouais c'est maintenant faut se dépêcher, faut se mettre à autre chose quoi. Et c'est vrai que les choses changent tout le temps. Alors après c'est passionnant, mais il faut pas rester, tu vois, s'accrocher à un bateau qui est en train de couler en fait, je pense. Ouais. Et toi, tu te souviens d'un moment justement où ton business il est passé dans un truc plus facile. Peut-être au début, tu galérais pour avoir tel ou tel résultat, ou Bah, peut-être qu'à un moment donné, ça a explosé sans que tu saches d'où ça venait. Est-ce que tu te souviens? euh, Bah, le truc, c'est que au début, c'était plus difficile parce que c'est pour ça qu'il y avait très peu de gens en fait qui faisaient ça. Parce que à l'époque, il fallait savoir faire de la technique. Donc, il fallait au minimum connaître un peu de HTML, un peu de PHP, enfin pas qu'un peu de HTML, mais savoir faire un site web, savoir le gérer, savoir gérer tout ça, et en même temps savoir créer du contenu. Mhm. C'est-à-dire, souvent les gens qui sont bons en création de contenu, c'est des gens d'un type de personnalité opposé à ceux qui sont bons en technique. Évidemment, il y en a qui sont bons dans les deux, mais c'est un peu des signes noirs, c'est-à-dire c'est très rare. C'est comme si tu trouves un artiste qui est bon en comptabilité, en fait. Enfin, tu vois, c'est deux tempéraments, deux personnalités qui vont rarement ensemble. Et donc du coup, il fallait être bon dans les deux. Et du coup, il y avait peu de gens. Enfin, tu vois, moi j'étais le contenu, j'ai appris au fur et à mesure. À l'époque, moi j'étais plus geek. Tu vois, mon boulot au tout début, c'était de faire des sites web, en fait. Et Ouais. puis maintenant, t'es arrivé quand même depuis, ça fait des années maintenant, dans un truc où notre métier, c'est plus du tout ça, en fait. Notre métier, c'est la création de contenu. Après, il faut faire attention quand même. Enfin, je pense que on peut toujours être un peu. Faut vraiment faire la différence. Enfin, tout dépend ce qu'on fait. Mais moi, dans mon métier et dans le métier de beaucoup de gens qui me suivent et que j'aide, on n'est pas des personnes qui font du divertissement en fait. Même s'il peut y avoir des parties, tu vois, où t'as des trucs rigolos ou intéressants. Ou moi, je l'avais fait avec des vlogs quand j'étais en Asie. Mais on est des experts ou un peu comme un enseignant ou quelqu'un qui encourage les gens. Ça peut être encourager ou ça peut être transmettre de l'info en fait. Mais il faut pas qu'on se confonde avec les gens qui font du divertissement parce que c'est pas du tout non plus le même business en fait. Et on peut être un peu omnibulé par le nombre de vues, par ceci, par cela, mais vas-y pour vendre des produits après derrière. Enfin, c'est pas du tout la même chose quoi. Du coup, j'ai pas du tout répondu à ta question qui était Est-ce que tu as les grosses. découvert une sorte de grosse découverte? Je pense peut-être au fait de faire des produits plus récurrents ou quelque chose comme ça qui a fait basculer ton système. Ouais, alors les grosses découvertes, parfois, elles viennent un peu par hasard en fait. Ouais. Ça vient un peu par hasard. Tu sais que même sur les formations moi que j'ai créées, j'ai eu même en essayant, moi j'essaye systématiquement d'essayer de trouver des points communs entre ce qui marche et ce qui marche pas, parce que vu que j'en ai créé beaucoup, mais tu as toujours des surprises en fait. Moi, entre la formation qui a le mieux marché, celle qui a le moins bien marché, sur les ventes d'une semaine, on est à x19. C'est-à-dire si tu prends celle qui a le moins vendu sur la première semaine et celle qui a le mieux vendu, je veux dire, c'est des formations à prix équivalent. Hein, et parfois, c'est vrai que t'as des grosses surprises. T'as des grosses surprises. Après, ça vient pas non plus du ciel comme ça, quoi. Évidemment, quand t'as des choses qui marchent, t'essayes de faire plus de ce qui fonctionne, quoi. Mais après, il y a aussi des choses dans lesquelles tu crois, tu penses que ça va marcher, et ça marche pas forcément. Mais il faut tester, quoi. Moi, j'ai pas eu vraiment d'énormes succès qui est tombé du ciel, en fait. J'ai eu des surprises, genre quelque chose qui a marché beaucoup mieux que ce que je pensais que ça allait marcher, mais rarement ça tombe du ciel, en fait. Tu vois. Ou bien si c'est le cas, par exemple là, bon, c'est pas pour les ventes, mais c'est par exemple pour les inscrits à la mailing list. Là, j'avais fait des campagnes de pub récemment autour d'un quiz. Donc tu sais, il y a beaucoup de gens qui font ça. Et moi, je voyais tout le monde qui faisait ça. Je me dis voilà, moi j'ai pas essayé, faut que j'essaye et tout. Et là, effectivement, ça a été un truc de fou. Ouais. Ouais, ça a été un truc de fou. Ça m'a permis de collecter 450 emails par jour en moyenne, tu vois, pendant peut-être un mois et demi. Bon, après les prix de la pub augmentent, mais avec la pub Facebook. Et bon après c'est pas forcément des emails super qualifiés si tu veux par rapport à ce que je fais d'habitude, mais parfois tu tombes sur une idée, sur une technique qui va fonctionner. Après c'est pas forcément non plus ce qui va marcher toujours à long terme et que tu vas pouvoir garder pendant des années quoi. Par contre, si tu veux, moi la plus grosse réalisation que j'ai faite dans mon business, enfin celle qui m'apporte encore des résultats aujourd'hui, c'est-à-dire des années après, c'est quand j'ai voulu, je me suis mis à faire beaucoup plus, c'est-à-dire des produits plus petits, des formations plus petites, mais en faire plus souvent.
Donc, en faire toutes les semaines. Et j'ai passé des années à essayer de trouver quelque chose de mieux que ça. Et tu sais, il y en a qui me prennent pour des fous. Enfin, je sais pas, je discute. J'ai un ami notamment qui fait un peu qui a un peu le même business model sur les petits produits et qui me dit toujours, mais arrête tes conneries, Jean, et tout. Non, le reste, ça marchera pas mieux. Bah, moi, j'essaye, parce que je voulais savoir, tu vois. Et j'ai jamais rien trouvé qui marchait mieux que ça. Donc, si tu veux, j'ai eu peut-être la chance au début de tomber sur le truc qui allait marcher pour moi. Parce que ça, j'ai commencé un peu vraiment au début. Et c'était une idée qui est sortie de mon cerveau, comme il y en a plein d'autres, mais qui n'ont jamais marché, si tu veux, tu vois. Donc, le fait qu'elle soit intervenue tôt, cette idée-là, ouais, c'était un gros truc. Alors après, ça, c'est ça qui fonctionne pour moi, si tu veux. Pour d'autres, on a tous une personnalité, un truc, et il y a toujours quelqu'un qui fait du business sur le web qui va dire tel truc qui marche vraiment pour moi. Et effectivement, c'est vrai, c'est ce qui marche pour lui. Et puis un autre qui va dire mais non, c'est nul, moi je fais autre chose et c'est ça qui marche. Et ce qui est vrai aussi, parce que c'est ça qui marche pour lui. Mais il y a tellement de paramètres derrière. Il y a déjà ta personnalité, la façon dont tu bosses. Moi, j'aime vraiment bien faire ça en fait, les choses semaine après semaine comme ça, parce que tu finis la semaine, t'as fini le projet. Tu vois, si ça marche moins bien, c'est pas grave. T'en refais une la semaine d'après, ça te permet d'avoir de la variété. Moi, j'aime bien ça, quoi. Mais cette découverte-là, elle a été faite très tôt, et ça, c'était peut-être un peu de la chance, quoi. Et puis après, t'as toujours un peu de chance quand t'as un truc que t'avais pas prédit, t'avais pas prévu que ça allait cartonner. Ça fait toujours plaisir, quoi. Ouais, mais bon, le problème, c'est que c'est pas toujours ce que tu voudrais qui cartonne, en fait. Okay. Ce que souvent il y a des choses, tu te dis mais les gens il faut qu'ils achètent ça en fait parce que ça ils en ont vraiment besoin, mais non ils en veulent pas, c'est pas de ça qu'ils veulent. Après tu sais il y a toujours le drame, enfin moi dans mathématiques c'est que ce qui vend le plus c'est souvent ce qu'on appelle les pépites, tu vois, le machin pour avoir tel résultat en tant de jours, tu vois, la petite astuce pour avoir tant de mails de plus dans ta mailing list, le machin pour donc c'est souvent des choses qui sont bien, mais qui sont un peu à court terme en fait, tu vois, c'est-à-dire pour avoir un petit résultat maintenant. Mais tout ce qui est long terme, moi je le vois par exemple pour les formations sur l'efficacité. Moi j'ai beaucoup travaillé sur l'efficacité, et je sais parce que ça fait des années que je fais ce boulot, que j'ai pu discuter avec des centaines de fois avec des gens qui débutent et qui ont du mal à s'y mettre, que ce qui manque à la plupart des gens qui débutent, c'est d'apprendre à bosser non plus comme un salarié, mais quand on est à la maison en fait, se fixer des objectifs, être sérieux, bien s'organiser. Mais par contre, les formations sur l'efficacité, jamais tu vendras autant que des formations sur des pépites en fait. Ouais, alors après, l'astuce, l'astuce c'est de dire comment bosser tant d'heures par semaine tout en gagnant temps, tu vois. Enfin, faut ramener de la pépite dedans en fait. Ou bien comment j'ai eu tel résultat, tu vois, en tant d'heures par semaine, ou comment réduire ton temps de travail pour en profiter pour faire ça. Mais tu es obligé de rajouter un peu du sucre dedans. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, et être efficace, s'organiser, tout ça. Alors que malheureusement, c'est vraiment ce dont, en tout cas, les gens qui débutent, surtout ceux qui viennent du salariat, parce que souvent les gens ne se rendent pas compte de la différence. C'est pas forcément plus dur, c'est juste que ça n'a absolument plus rien à voir la façon dont tu travailles en fait. C'est-à-dire même le rapport au temps. Quand tu es salarié, quand tu es indépendant. Quand tu es salarié, c'est dans ton intérêt de travailler le plus lentement possible. Oui. Que tu es payé à l'heure. Donc tu vas pas te. Non mais même si tu es un employé sérieux, que tu as vraiment envie de te donner à fond, inconsciemment, t'as quand même ton intérêt derrière, tu vois. Enfin, c'est inconsciemment, t'es pas là pour faire le boulot le plus rapidement possible. Maintenant, quand t'es indépendant, c'est l'inverse. Enfin, il y a plein de choses qui sont à l'inverse en fait. Et il y aura personne derrière toi, etc. Et vraiment, beaucoup de gens se rendent pas compte de ça. Et ça, c'est l'une des thématiques qui sont importantes, mais qui sont plus dures à vendre, si tu veux. Oui. Ouais. Ouais, parce qu'il n'y a pas le sucre dessus. Je trouve l'image assez bien. La façon dont je procède pour faire l'interview, c'est que je la coupe en deux en fait. Donc toute une partie sur l'interviewé. Donc là on vient de voir ton histoire, comment t'en es arrivé là et tout ça. Et la deuxième partie, ça va être plutôt sur les hacks où on peut donner peut-être des astuces aux gens. Donc là, ça va être le moment où la première partie se termine et on va dire au revoir aux gens qui sont en public. Et en fait, l'autre partie, elle sera plutôt en privé. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Enfin, je pense qu'on peut te trouver un peu partout sur Internet, mais où est-ce qu'on faut chercher Rejoins le mouvement. Il y a un site, il y a un forum. Enfin, c'est maintenant les vidéos, j'en fais un peu moins. Il y en aura une par semaine. Parce que moi, c'est un peu par période. Mais Rejoins le mouvement ou Jean Rivière, tu cherches et tu vas trouver un peu partout. Ok. Et comment on peut faire pour rendre curieux les gens de nous rejoindre dans cette deuxième partie du coup? Je te demande à toi étant. Quelles sont les questions, quels sont les sujets qu'on va aborder? On va parler de ce drame que la plupart des experts ont
qui est de est-ce qu'il faut que je fournisse peu d'informations et du coup je me confronte à les gens te disent ah c'est si cher pour si peu, ou est-ce qu'il faut que je donne énormément d'informations dans mes contenus jusqu'à en faire un truc limite la NASA, tu vois, un truc d'expert de NASA. Dans les formations, oui. Dans les formations, tu vois, tu as souvent ce truc-là où tu sais pas quel niveau il faut que tu sois. Est-ce qu'il faut que tu parles aux débutants ou plutôt aux experts? Mais quand tu parles aux experts, tu as moins de monde, mais du coup, tu es moins crédible parce que dans tes formations, tu parles aux débutants. Alors moi là-dessus, là j'ai un truc là-dessus, ouais. 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 Mais donc dans la partie privée, si tu veux. Ouais. Mais Du coup, parler de ça, j'ai puis, vraiment un truc intéressant là-dessus enfin moi j'essaie justement de faire des formations qui soient ni pour les débutants ni pour les avancés. C'est-à-dire que mais je t'en reparlerai. Du coup, bah on en parle quand tu veux. Ouais. Ok, ça marche. Bon, bah alors c'est parti, hein, on se fait un clap. Tac. C'est vrai, on est de l'autre côté. Du coup, ouais, bah, il y avait cette question-là, puis il y avait aussi d'autres questions sur le trafic. Je vais d'abord poser cette question-là. Alors moi déjà sur cette question-là, le fait de faire des formations soit pour les débutants, soit pour les personnes avancées, moi je suis obsédé par ça. Enfin obsédé par ça, c'est l'un des critères en fait quand je fais une formation que je respecte pas toujours si tu veux. Tu vois, il y a toujours des moments où tu veux faire un truc parce que tu as envie de le faire, mais bon, si tu veux vraiment que ça vende, il faut que tu te demandes est-ce que